Bonjour Yves Duteil. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes chanteur, autocompositeur, interprète, puis vous avez près de 50 ans de carrière derrière vous. Vous publiez Chemin de liberté aux éditions de l'Archipel avec parallèlement la sortie d'un coffret de 4 CD. Pourquoi Yves Duteil ce double voyage d'écriture et de musique? L'un a appelé l'autre. Ouais. Ça a été un concours de circonstances. Le livre m'a pris 1 an d'écriture. Mhm. Et au fond, je racontais un peu notre histoire de l'enfance jusqu'à aujourd'hui, en passant par l'adolescence, par la rencontre avec Noël, par tous Votre les histoire, épisodes, c'est-à-dire votre histoire familiale, votre histoire personnelle et votre parcours musical. tout en même temps. Voilà. C'est-à-dire, c'est ça qui était difficile, c'était de classer, de ne pas raconter comme une mosaïque, mais comme un livre. Mhm. Et pour trouver la cohérence en fait du livre, c'était ni chronologique ni alphabétique, et ça ressemblait à la vie, c'est-à-dire qu'il y avait un peu de Québec par ici, il y avait un peu de mairie par là, il y avait un peu Parce de que vous avez été maire, mais musique. tout ça, on va en reparler. Mais c'est ça. Ouais. Et en fait, tout a été dans tout. Alors, comment arriver à faire un récit qui soit à la fois attachant, parce que ce qu'on cherche à faire, c'est à garder le lecteur en termes d'attention, et qui soit musical, qui soit vrai, émouvant. Alors, au bout du compte, en Et relisant... je précise pour nos éditeurs, très bien écrit. Merci beaucoup. Mm. Et en C'est fait, pas étonnant de votre part, mais en tout cas, c'est très bien écrit. il s'est trouvé qu'en relisant le livre, Mm. il y avait des chansons qui jaillissaient au fil des Mmh. chapitres, Mmh. parce qu'il y a une cohérence entre ce que l'on vit et ce que j'écris, comme si j'étais l'écrivain public de la famille ou le photographe des émotions ou des sentiments qu'on a partagés, soit avec le public, soit avec des êtres que j'ai pu rencontrer, qui m'ont apporté à un moment donné une Mmh. lumière particulière. Mmh. Et l'idée est née à ce moment-là d'accompagner le livre des chansons du livre, parce que de chapitre en chapitre, à chaque fois, une chanson. Avec Rappelle les un gens de mon souvenir. village, pour, Mmh. voilà, pour la mairie, la tibétaine pour le Tibet, etc. Et au fond, on s'est dit, ce serait joli de pas forcément citer les chansons nommément comme ça dans le livre, mais de mettre les chansons dans un disque par ordre d'entrée en page. Mmh. Et alors, parce que pour vous, il y a une complémentarité entre un livre et un disque, entre l'écriture et la musique, vous dites, vous écrivez, la musique peut parfois mettre du baume sur les douleurs du quotidien et ce partage de passion n'a cessé de nous construire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand j'écris des chansons au début, j'écris des jolies chansons. J'essaie de faire des chansons avec des jolis mots, enfin, avec des belles musiques, voilà. Et à un moment donné, on me dit, voilà, vous avez écrit la plus belle chanson du XXe siècle. Voilà. Et c'est un sondage public, et c'est RTL et Canal+ qui organisent ça. Et moi, je tombe des nues parce que jamais j'aurais pensé que ça puisse atteindre un niveau pareil, quoi, dépasser les gens que j'ai aimés. Donc, précisez pour nos éditeurs en quelle année et de quelle chanson il s'agissait. Prendre un enfant en Prendre un- 88, Mhm. c'est-à-dire 10 ans après la sortie de l'album. Mmh. Et donc, voilà, cette chanson a été désignée par le public, par un vote, comme un sondage. Et voilà, c'est-à-dire que même dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais pu imaginer une chose pareille. Et vous en parlez d'ailleurs, je crois que c'est plutôt dans le précédent livre, je crois que vous dites que ça vous a fait peur peut-être d'avoir ce prix, d'avoir cette distinction plutôt. Ça m'a troublé beaucoup. Mmh. Parce que à partir de là, je me suis posé des questions sur mon écriture, et en particulier une question: qu'est-ce que je vais écrire après? Mmh. Quand vous êtes, enfin, c'est comme Pape, il n'y a pas plus haut, quoi. Ou comme le prix Goncourt. Hein. Voilà. Mm. Et vous faites quoi après? Ouais. Donc, il fallait que je me réinvente d'une certaine manière et que je me demande si j'étais, ou oui ou non, l'homme de ces chansons et de ces causes que je défendais dans mes chansons, en étant plutôt tendre, plutôt doux, etc. Et donc, j'ai été obligé d'apporter des réponses à ces questions-là, et elles se sont traduites par un engagement. Et on va beaucoup plus grand. en parler. Mais vous écrivez au début du livre, on reprend votre livre Chemin de liberté, que vous avez, c'est ce que vous disiez à l'instant, vous avez voulu rendre hommage à ceux qui vous ont fait vivre en rallumant l'espoir un jour à l'horizon. C'est quoi ça? Les artistes, ils ont certainement une fonction aujourd'hui, comme hier et comme demain, dans la société. Mmh. Une fonction qui est un peu mystérieuse. On le voit même dans les grottes de Lascaux ou autres grottes qui ont laissé des dessins d'une puissance artistique qui dépasse le niveau spirituel qu'on imaginait chez les hommes des cavernes. Qui ont traversé les millénaires Voilà. pour les hommes des cavernes. Et encore aujourd'hui, je pense que les artistes ont ce rôle un peu mystérieux
d'apporter quelque chose, une lumière, un espoir. Et c'est un peu ça qui m'a nourri, en fait, à travers les rencontres que j'ai pu faire, de gens qui m'ont donné envie de vivre, donné envie d'espérer. Et effectivement, écrire une chanson, si c'est pour plonger les gens dans un désespoir profond, en étant le constat d'un désastre ou de la désespérance ambiante, et en ce moment, ça veut vraiment dire quelque chose, eh ben, ça vaut pas le coup. Pour moi, ça vaut pas le coup. Donc, je voulais être plutôt le défenseur d'une forme de bienveillance qui me semble indispensable à la vie et qui aujourd'hui montre son importance à travers le respect qu'on demande quand on est un enfant, quand on est une femme, quand on est une personne handicapée, quand on a une religion, quand on a une croyance. Tout ça fait que le respect est devenu une cause nationale. Mais on va en parler aussi de ça. On revient à votre livre, Yves Dutheil. Vous commencez ce livre en parlant de la transmission. Transmission notamment de vos parents. Votre père disparu à 94 ans et votre mère partie, vous écrivez, à l'orée de ses 60 ans en 1973 quand vous sortez votre deuxième 45 tours, un vrai paradis, et vous signalez, vous rappelez que la phase B de ce disque, c'était Quand on est triste. Et depuis, vous n'êtes plus triste. En fait, la chanson, elle disait quand on est triste, c'est qu'on existe. Ça veut déjà tout dire. Ouais. Et on a le cœur en lambeaux dès qu'on s'écarte du troupeau. Quand on est triste, c'est qu'on existe. Et c'est le cœur qui a toujours le dernier mot. En fait, c'est comme une espèce de credo. Oui, c'est le cœur qui a le dernier mot. Mais le cœur, c'est souvent ce qui est moqué, ce qui est pris un petit peu à la légère, comme quelque chose d'un peu fleur bleue, d'un peu naïf. D'un peu enfantin, alors que on est tous passés par cette case-là. Et on a tous besoin d'avoir quelqu'un qui est bienveillant à notre égard, d'avoir comme cette bienveillance en ligne de mire que l'on recherche toujours et qui n'est pas toujours là. Et vous écrivez, je vous cite, « Papa incarnait la peur, toutes les peurs concentrées en un seul homme. J'ai dû lutter toute ma vie contre ce même réflexe qui me fait redouter le pire. » Et vous ajoutez, « Comme lui, je suis un évadé, je fuyais dans la musique, la peur du silence de mon cœur. » Pourquoi et comment, Yves Dutheil ? Parce qu'on était dans notre famille assez peu bavard, en fait. Moi, j'étais un peu l'antithèse de ce qu'étaient mes parents. Mon père était taiseux, il ne parlait pas. Il n'y avait pas d'échange au niveau affectif avec lui. Il nous serrait la main quand il rentrait le soir à la maison. C'est incroyable, mais c'est exactement ça. Ça résume un peu l'absence chez lui de cet équipement sentimental, alors que c'était un homme sentimental. C'était un homme bon. Et il n'a jamais rien cherché d'autre que notre bien-être. Mais je m'en suis aperçu beaucoup plus tard, parce que j'étais en colère contre lui, parce que pour lui, chanteur, saltimbanque, c'était pas un métier. Donc il a essayé de me protéger contre moi-même. Et je lui en voulais à ce moment-là. Et puis j'ai découvert en fait que tous les actes qu'il a posés étaient pour me protéger, pour me défendre. Et c'était de l'amour. Et peut-être aussi lié à un épisode de votre famille dont on va reparler. En tout cas, vos chansons ont toujours incarné un certain sens de l'engagement. C'est quoi pour vous la fonction, la finalité d'une chanson, la finalité d'un engagement ? Il n'y a pas de finalité à une chanson. C'est comme si, comme disait Moustaki, on ne demande pas à un oiseau pourquoi il chante. Il chante parce qu'il a une chanson à chanter. Moi, c'est un peu pareil. Mais à un moment donné, je rencontre Félix Leclerc. J'écris La langue de chez nous parce qu'il m'a convaincu en fait que la défense de la langue française était un vrai combat. Et du coup, Donc Félix Leclerc, le chanteur canadien. Le chanteur québécois. Québécois. Voilà. Ouais. Et du coup, je réalise qu'une chanson ne peut ne pas avoir pour fonction de convaincre, mais de rassembler. On ne peut pas convaincre quelqu'un qui pense autrement à travers une chanson. Lui, il va faire partie des moqueurs, des rieurs. Mais si quelqu'un pense déjà ce que vous dites, vous allez le rallier à cette cause en lui donnant un lieu virtuel de rassemblement. C'est pour ça qu'on part au combat avec des chansons, c'est pour ça qu'on est avec une berceuse, c'est pour ça qu'on est enterré avec une cérémonie où il y a forcément de la musique, avec une chanson aussi. Et c'est pour ça qu'aussi les causes sont accompagnées souvent d'un refrain, d'un couplet, d'une chanson qui la caractérise ou qui la matérialise. La chanson, c'est un lieu de rassemblement. Alors, la chanson, c'est un lieu de rassemblement. Cet engagement qui est le vôtre, Yves Dutheil, est-ce que le fait que votre grand-oncle
ne soit autre que le capitaine Dreyfus y a contribué à cet engagement. Mais grandement, oui. Hein? Oui, parce que et d'ailleurs, je reviens à ce que on va en parler, à ce que vous disiez précédemment par rapport au silence de votre père. Hein. C'est peut-être à cause de ça qu'il a été un peu silencieux. Oui, mon père était un grand blessé de la vie, je dirais. Il a gardé comme une cicatrice inguérissable l'exode, parce qu'il a été poursuivi pour le travail obligatoire, et que il a été obligé de fuir et arrivé à Lyon. Il a dû passer en zone libre et arrivé à la gare à Lyon, il s'est aperçu qu'il a oublié les Ausweis et donc il a été obligé de retourner à l'appartement. Et vous l'appartement. écrivez, vous racontez qu'il s'est dû se cacher pour éviter la Gestapo, la rafle. Il a vécu une rafle et quand il est retourné à la gare, il croyait qu'il avait perdu sa femme et sa fille. Et il les a retrouvés, mais la cicatrice, elle est restée. Il a fait des délires de train, de bateau, de voyage, d'exode pendant toute sa vie. Et donc, il incarnait effectivement la peur. Et moi, j'ai essayé de résister à ça parce que je suis né dans cette peur aussi. Et c'est pour ça que c'était le silence de mon père était un silence de crainte. Il redoutait beaucoup la parole, en fait. Et alors, l'engagement votre engagement, il est dû aussi à cette histoire familiale, à cette mémoire du capitaine Alfred Dreyfus? Quand on est le petit-neveu d'Alfred Dreyfus, on ne peut pas ne pas être sensible à l'injustice et à la vérité. Et je crois que j'ai été marqué au fer rouge par cette appartenance. C'est comme un atavisme, c'est comme une hérédité mystérieuse qui n'est pas forcément génétique, mais spirituelle. C'est comme si, tout d'un coup, à un moment donné, j'ai été amené à prendre conscience que ma notoriété faisait de moi quelqu'un qui était capable de porter la mémoire de l'innocence de Dreyfus. Et je me suis dit, à partir d'un moment, mais moi, je fais rien là-dessus. Et alors justement, je vous relance là-dessus. Vous dites, je fais rien là-dessus. Vous écrivez que Dreyfus, la chanson que vous avez consacrée en 1997 à votre grand-oncle, est l'une des chansons les plus délicates qu'il vous ait été donné d'écrire. Et vous ajoutez, je portais en moi cette idée depuis longtemps, mais le silence familial autour de l'affaire était contagieux, lourd à porter. Oui, c'était comme une ombre. Et un jour, j'ai décidé de passer dans la lumière. C'est-à-dire, au lieu de porter cette ombre sur ma vie, j'ai décidé de porter la lumière de Dreyfus, sa loyauté, son héroïsme, comme celui de Zola, ou de tous ceux qui ont défendu Dreyfus à l'époque. Et vous écrivez encore, Dreyfus a été pour moi un tournant en famille. L'affaire Dreyfus était un sujet tabou. Mes parents n'en parlaient jamais. 100 ans après, la blessure était toujours ouverte. La chanson de Dreyfus, elle a permis de cicatriser cette blessure et du détail. Et puis parlez-nous aussi de votre tante Germaine, la sœur de votre père, qui, elle, a parlé, vous a parlé. Oui, parce que à partir du moment où j'ai eu cette idée, je ne pouvais plus m'en détacher. C'est-à-dire, il fallait que je le fasse. Mais comme j'étais dans la zone de silence que ma famille entretenait jusque-là, je n'avais pas les éléments. Et ma tante Germaine, la sœur de mon père, son aînée de 2 ans, m'a dit, voilà les livres qu'il faut lire, voilà les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, voilà les polémiques stériles, voilà les mensonges. Et donc elle m'a guidé en fait à travers les méandres de ce labyrinthe qu'était l'affaire Dreyfus, avec tout ce qui a été les trahisons et les héroïsmes de l'affaire. Et j'ai mis 1 an à étudier l'affaire avant de poser le premier mot. Et alors, Germaine, votre tante, et votre père sont nés avant le décès du capitaine Dreyfus. Est-ce qu'ils l'ont vu? Et est-ce qu'ils vous en ont parlé? Bien sûr. Et ma tante, toujours plus que mon père. Donc le capitaine Dreyfus, Alfred Dreyfus, est mort en 1935. Hein. Voilà. Ma tante avait vécu avec le capitaine Dreyfus son enfance. Elle était sur ses genoux, elle a connu l'homme. Et ce que je me suis employé à faire, c'est à faire rejaillir l'homme derrière l'affaire. Parce que si on y réfléchit, Dreyfus a été absent de l'affaire pendant toute la polémique. Il a été en Guyane, il a été au secret, il a été en procès, et on le regardait comme un taureau qui rentre dans l'arène, qui passe de l'obscurité totale à la lumière éblouissante, et comme a dit Lazare un jour, Bernard Lazare, reprenant un mot de Charles... un poète qui a pris la défense beaucoup de Dreyfus. Et donc, qu'est-ce qu'il disait? Il disait,
on le voudrait, en parlant de Dreyfus, paré de toutes les vertus, il est innocent, et c'est déjà beaucoup. Et alors, et vous rappelez aussi d'ailleurs que, puisque vous racontez aussi un déjeuner, je crois, avec Alain Richard, ministre de la Défense dans les années 2000, que Dreyfus, normalement, il aurait dû terminer sa carrière comme général. Ça n'a jamais été fait. Bien sûr, Jamais été et on réparé. le voit très bien dans le film de Polanski. En Mm. fait, le personnage de Picard, qui est incarné très bien d'ailleurs par Jean Dujardin, a cette réaction une fois qu'il est devenu ministre de la guerre et qu'il est réhabilité, et où Dreyfus demande à être rétabli dans ses droits de retraite. Dans ses droits. Dans ses droits. Eh bien, le héros, en fait, qui a vraiment contribué à l'éclatement de la vérité et de l'innocence de Dreyfus, lui refuse ça parce que faut pas remuer tout ce qui fait mal. Et là, on s'est rendu compte à ce moment-là, en fait, que l'armée, elle, quand on continuait à considérer que Dreyfus n'était pas forcément innocent, et je dois dire que c'est aussi ce qui m'a poussé à écrire cette chanson pour appuyer et entretenir la mémoire de son innocence. Et alors, il y a une anecdote que vous racontez pas dans le livre, mais que vous m'avez racontée en préparant cette émission, l'anecdote autour de l'arme de service du capitaine Dreyfus. Donc Oui. ça concerne votre papa. J'ai appris, en fait, par la famille, que mon père avait été dépositaire de l'arme de service du capitaine. Et que pendant la guerre de 40, il l'a jeté dans la Seine pour ne pas qu'on puisse le trouver en possession d'une arme. Et ça, moi, il ne me l'a jamais dit. Et les bribes de l'affaire me sont venues comme ça, au fur et à mesure. Et il y a une grande histoire et une petite histoire dans la grande. Une autre anecdote très intéressante. Et voilà, Dreyfus est mort très peu de temps avant le 14 juillet. Ses obsèques ont donc eu lieu en même temps que la préparation du défilé du 14 juillet, et son convoi funéraire a traversé la place de la Concorde. Et ça, vous l'écrivez dans le livre. Voilà. Hein? Oui. Et vous écrivez, mais je vous laisse le dire. En fait, voyant un convoi militaire funéraire, tous les militaires qui étaient en plein exercice de répétition du 14 juillet se sont interrompus, se sont tournés vers le convoi et ont rendu les honneurs, sans savoir qui rendait les honneurs à Dreyfus. Ils se sont mis au garde à vous, devant Dreyfus. Ouais. Ouais. C'est émouvant. Hein? Oui. Et donc, vous rappelez aussi dans ce livre que Lucie, l'épouse d'Alfred Dreyfus, a été cachée pendant la guerre dès 1940. C'était à la maison des Sœurs de Valence, sous un nom d'emprunt, Dutheil. Oui. Mais donc, elle a souffert avec son mari, hein, et ensuite, elle a été cachée, et une grande partie de sa famille, de leur famille, a été déportée. Oui, j'ai toujours vécu dans cette culture, en fait, d'abord du silence, mais aussi en sachant très bien qu'une grande partie de la famille avait été déportée, oui. Et on lit entre les lignes, à travers les mots que vous écrivez, que vos racines, alors peut-être je me trompe, mais vous me direz si c'est le cas ou pas, vos origines juives ont compté pour vous, c'est juste ou pas? Oui, j'ai toujours eu le Parce que sentiment... vous parlez par exemple de ce voyage que vous faites à Putelange, au lac en Lorraine, où est née votre maman. Oui. Hein, et vous parlez de la synagogue du village. Mais oui, elle est née dans une maison qui existe encore et dont les Allemands ne se sont pas aperçus qu'elle était la synagogue du village, parce qu'il y a une kippa en fait au-dessus de la porte d'entrée, mais qui n'est pas une kippa telle qu'on la voit aujourd'hui. Donc ils n'ont pas percuté là-dessus et ils s'en sont pas aperçus. Mais c'est vrai que j'ai le sentiment d'être né sous une double étoile. L'étoile juive, mais aussi une étoile, la bonne étoile qui a suivi ma vie, l'étoile du berger, je dirais. Et du coup, je n'ai eu aucune culture religieuse. Par contre, ça m'a donné la possibilité d'accéder à des cultures spirituelles qui étaient plus ouvertes, plus variées, peut-être différentes, mais sans avoir de culture religieuse. J'ai une véritable passion pour la spiritualité. Étoile aussi peut-être de la République, hein, puisque cette émission s'appelle Les Enfants de la République, Yves Dutheil. Eh bien, c'est quoi la République pour vous? Eh bien, la République... Et je rappelle que vous avez été maire pendant de 1989 à 2014, maire de Précy-sur-Marne en Seine-et-Marne. Oui, je ferai une distinction entre la République et la démocratie. Parce que la République... Mais c'est quand même lié quelque part. Oui, c'est lié. Mais on voit aujourd'hui le chagrin du peuple anglais à la mort du prince Philippe. Mais on voit aussi la passion des Français pour le départ de Thomas Pesquet dans le laboratoire international. Il y a cette notion de nation, cette notion d'appartenance qui est extrêmement importante.
Mais il y a aussi derrière tout ça la démocratie, dont on dit que c'est le moins mauvais système. Mais voilà, c'est une citation qui m'est présente à l'esprit et qui m'impressionne. C'est la démocratie, c'est de donner 10 minutes de parole à Hitler et 10 minutes aux Juifs. Oui, c'est là le problème. Voilà. Hein, et on le voit encore tous les jours. Hein, tous les jours. C'est impressionnant, mais en même temps, ça laisse pas forcément les bras ballants, quoi. On n'est pas forcé de se dire que c'est un constat et que c'est toujours comme ça. Non, je pense que la République, elle s'invente au jour le jour. Et je suis très fier d'avoir participé à un niveau extrêmement humble à cette réflexion quasi quotidienne qui fait qu'une démocratie n'est pas calcable sur une autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas interchanger un système démocratique pour l'installer dans un pays dictatorial. Parce que ça ne marche pas. Et parce que ça met des siècles à s'installer. On le voit bien aujourd'hui, la façon dont la loi se construit, c'est un système de représentativité très complexe, avec ses majorités, avec ses volontés des uns et des autres, avec ce principe d'opposition qui fait que de la contradiction naît le compromis heureux, quoi, le compromis qui satisfait, pas celui qui humilie. Et cette évolution, je l'ai constatée autour de la table du conseil municipal. 25 ans, maire. Hein. Ouais, voilà. 25 ans, maire, c'est pas rien. Hein. Se retrouver autour d'une table avec des gens avec qui on discute d'une idée qui a émergé de l'un ou de l'autre, s'apercevoir que l'idée qu'on croyait excellente au début a des inconvénients parce que certains s'expriment et qu'on se dit, tiens, c'est vrai, il n'a pas tort. Et que ça fait évoluer, en fait, la règle pour tous dans une direction d'équité, je dirais, qui est indispensable à la gestion. On voit bien aujourd'hui à quel point c'est difficile de faire une règle générale pour tout le monde, quand il y a des effets de seuil, quand vous décidez qu'un département va être confiné et l'autre pas, et que le département, il s'arrête au milieu de la rue, d'un côté du trottoir, les gens peuvent sortir. C'est la frontière. Voilà. Et donc la loi, elle se doit d'écouter et d'entendre. Et alors, est-ce qu'il y a un lien pour vous entre cet engagement politique, puisque ça a été un engagement politique, en tout cas citoyen, au service de la cité, voilà, citoyen, et votre statut d'artiste? Alors justement, c'est très intéressant parce que ça peut paraître totalement contradictoire, alors que c'est extrêmement complémentaire. Je crois que j'ai dû être le seul maire chanteur de l'histoire, mais j'en fais pas une gloire, pas du tout, c'est pas pour ça que je dis ça, c'est parce que au départ, je me disais, mais comment je vais faire? J'avais très très peur, en fait, j'avais aucune expérience municipale, et j'étais parti pour 6 ans. 6 ans. Pendant 6 ans, vous allez vous confronter à la réalité quotidienne contondante de permis de construire, de règles d'urbanisme, de ramassage de poubelles, de stations d'épuration, de scolarité, de chômage. La vie quotidienne, quoi, des gens. Hein. Là, de voisinage, etc. Et au fond, l'artiste que j'étais a beaucoup appris, à écouter d'abord. Et la mairie, c'est le stade le plus modeste, je dirais, de l'action politique, pour autant qu'on parle de politique, sans pour autant parler de parti. Le plus modeste, mais pour les Français, le plus important. Oui, le plus proche. Et c'est pour ça qu'au moment où il y a eu ce grand débat qui a remis en scène les élus... Autour des Gilets jaunes, on peut puis, dire. Oui. On a vu l'importance du maire et du conseil municipal. La mairie, c'est quand même 350 à 500 000 bénévoles qui gèrent l'espace commun pour le bien de tous. Et c'est pas rien, c'est très rare dans le monde comme dispositif. Et alors, on revient à la musique, l'artiste, la guitare qui vous démange, donc cette chanson. Quand a-t-elle commencé à vous démanger votre guitare, Yves Dutheil ? Quand j'ai commencé à avoir envie de piquer la guitare de mon copain Patrice Marquis, qui jouait avec moi dans notre premier groupe, qui était l'orchestre du lycée. Donc j'avais 13-14 ans. Puis mes parents, j'aurais demandé pour un Noël de m'offrir une guitare. Et j'avais tellement envie, en fait, de commencer la guitare que je m'étais dessiné un manche de guitare et que sur la main gauche, j'essayais déjà avec des traits de crayon sur le morceau de bois que j'avais fabriqué pour essayer de commencer à faire mes premières positions d'accords sur un instrument qui n'existait pas. Et pourtant, vous dites, chez moi, il y avait la méthode Rose, donc c'est le piano. Hein. J'étais au piano depuis l'âge de 10 ans. Voilà. Mais ma prof de piano était désespérée parce que, en fait, elle me mettait une partition genre la marche turque de Mozart devant les yeux. Moi, je retournais à la maison et je mettais le disque et j'essayais de rejouer derrière avec le disque. Mais quand je retournais chez ma professeure de piano, je regardais la partition,
mais je jouais de mémoire, d'oreille. Mmh. Et je donnais le change, en fait. Et j'ai toujours joué d'oreille, et j'ai toujours utilisé très peu le Le solfège, solfège, ouais. alors que j'arrive aujourd'hui sans problème à partager la musique avec mes amis musiciens. Alors, je sais que la scène, c'est important pour vous comme pour tous les artistes, Yves Dutheil. Comment vous avez vécu cette année sous Covid? Comment vous l'avez vécu? Est-ce que ça a été dur? C'est un supplice quelque part? Écoutez, j'irai pas jusque-là, parce que le supplice, c'est ceux qui ont eu la maladie, qui Mmh. l'ont eu. Mmh. C'est les soignants qui se sont Mmh. donnés à fond pour sauver un maximum de gens, pour soigner à leurs risques et périls, et on l'a vu, ils l'ont payé très cher, les malades et les familles, et éviter la contagion. Donc non, je dirais pas un supplice, je dirais pas une torture, etc. Mais Enfin, ça vous a manqué? ça, je dirais que c'était une tempête d'immobilité. Mmh. On a pu mettre en évidence à ce moment-là, et depuis, l'importance du contact vrai, de la rencontre. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas vraiment beaucoup fait de petites vidéos à la maison, guitare-voix, etc. Mmh. Parce que Mmh. notre métier, en fait, c'est pas ça. C'est pas on peut pas faire du télétravail dans notre métier. On a besoin de cette vraie rencontre, parce que dans une scène de salle de spectacle, il y a des échanges invisibles, des choses impalpables, des choses immatérielles, qui sont du domaine du magnétisme, de la magie presque. On est dans un univers d'illusionnistes, et en même temps, on offre quand même quelque chose qui est extrêmement concret, D'illusionnisme, mais aussi de rêve, hein? de rêve. De rêve. Mais, alors encore une fois, je reviendrai Mmh. sur le rêve là, parce que pour moi, le rêve, c'est quelque chose de concret. Il n'y a rien de plus concret que de réaliser un rêve. Mmh. Et le rêve n'est pas quelque chose d'éthéré, En tout cas, de vous poétique. faites rêver ceux qui vous écoutent. Oui, mais je ne les fais pas rêver de façon illusoire. C'est-à-dire que pour moi, le rêve, c'est de construire ses rêves. C'est Mais pas... les mots comptent chez vous, hein? Les mots comptent. Voilà. Les mots comptent absolument. Le rêve, c'est quelque chose qui remplit ma vie, Mmh. mais qui remplit aussi la vie du public quand nos rêves se rencontrent. C'est-à-dire que on ne rêve pas de quelque chose d'impossible. On rêve simplement de projets qu'ensuite on construit. Si vous regardez le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous sommes dans le rêve des gens du passé. Mmh. Ce micro dans lequel on se parle, et qui permet d'envoyer nos paroles à travers les ondes jusqu'à des gens qui sont très loin et sans aucun support matériel, il a fallu que quelqu'un le rêve, ça. Mmh. Pareil pour une caméra, pareil pour n'importe quel instrument, le siège sur lequel on s'assied, la guitare sur laquelle je joue. Et tout ça a forcément été rêvé par quelqu'un. Donc le rêve, c'est quelque chose qui se bâtit, qui se construit. Et il n'y a rien pour moi de plus concret que le rêve. Que le rêve. Alors, votre précédent album, Yves Dutheil, c'était Respect. Un album de l'après, c'était en 2018, un album de l'après en janvier 2015. Est-ce qu'il est toujours en vous, Yves Dutheil, cet esprit du 11 janvier, cet esprit Charlie? Je ne sais pas si j'ai eu l'esprit Charlie, à proprement parler. Je crois que chacun est venu avec son propre esprit, sa propre révolte, sa colère, sa manière de rester debout. Et je le ressens à chaque fois que je chante une chanson qui s'appelle « Armée d'amour ». Mmh. Nous aurions tous pu être là. Mmh. Être heureux au mauvais endroit. Et oui, je suis toujours dans cet esprit, parce qu'on est toujours dans cette époque. Avec au centre, respect, justement, le respect au centre de la pensée, de votre pensée, le respect. Il y avait ce jour-là du 11 janvier, cette valeur du respect. Est-ce que ce n'est pas une valeur qui manque à la France post-attentat, en prise à l'épidémie du coronavirus? Alors c'est quelque chose qui exprime à la fois un manque Mmh. et une réalité. Parce que si vous regardez autour de nous en ce moment, il y a une vague de respect qui est en train de submerger le monde. Respect pour le handicap, respect pour la femme, respect pour la sexualité, respect pour l'orientation et la croyance. En fait, on est au confluent du manque et de la recherche du respect. Le respect a été mis en évidence comme le ciment qui tient la pierre de notre société et de notre humanité. Et vous écrivez, le respect, c'est le début de l'humanité. C'est le début de l'humanité. C'est ce qui restera de nous. Et je pense que c'est vraiment la notion d'aujourd'hui qui s'impose à nous tous, simplement parce que c'est une évidence, et que ce respect ne peut pas être à sens unique. S'il n'est pas à double sens, ça ne marche pas. C'est-à-dire un homme politique qui ne vous respecte pas, vous ne pouvez pas le respecter.
Et quelqu'un qui a un minimum de bienveillance, vous pouvez adhérer à son propos, à son regard. Il vous éclaire, il vous illumine, il vous rassemble. Celui qui manque de respect vous éloigne et, et vous ne pouvez pas adhérer à sa pensée. Et vous dites aussi, il ne faut jamais renoncer à la bienveillance. Ben, la bienveillance, c'est quelque chose qui a été beaucoup moqué, beaucoup considéré comme quétaine, comme disent les Québécois, c'est-à-dire un peu fleur bleue, un peu naïf, gentillet. Oui, Voilà. on se moquait un peu de vous à travers ça. Hein. Bien sûr, Hein. mais je crois que cette époque est tellement révolue que ça y est. Et d'ailleurs, on se moquait de vous, mais quand même, vous êtes le chanteur aux 50 ans de carrière. Oui, parce que le temps, finalement, ne respecte pas ce qui se fait sans lui. Et que j'ai le sentiment de porter quelque chose qui me tient à cœur et qui est juste. Et donc, oui, la bienveillance, c'est une nécessité. On le voit bien dans le sentiment maternel. On le voit bien dans le sentiment de la famille. On le voit dans la recherche de la paix et de l'équilibre entre les nations, entre les professions. Je pense que cette bienveillance, elle est la base du rapport humain. Et le jour où on aura compris tous que sans bienveillance, il n'y a pas de ciment à l'humanité, on aura fait un grand pas en avant. Mais c'est un pas de mentalité plus que de réflexion. C'est vraiment la profondeur de notre humanité. Est-ce qu'il y a des choses qui vous inspirent aucun respect, qui vous révoltent, qui vous mettent en colère? Oui, l'autorité des petits chefs. C'est-à-dire la volonté d'imposer sa vision à tous les autres, parce que finalement, c'est quand même plus pratique d'avoir toujours raison, parce que, vous savez, l'article 1, le chef a toujours raison, l'article 2, l'article 2 entre en vigueur à partir du moment où le chef a tort, quoi. C'est bien d'être son propre chef, hein, Ben, comme vous l'êtes. Oui, non, je dirais pas mon propre chef, parce Non. que je commande à personne. Ouais. J'ai jamais aimé, j'ai tellement... Non, mais vous commandez à vous-même. C'est ça que je veux dire. Non, je Non. m'obéis, c'est tout à fait différent. J'obéis à ma nature. Je peux pas être autrement que je suis en profondeur. Et si on essaie de m'imposer une autre vision que celle qui correspond à ma nature profonde, je suis en révolte. Je ne peux pas supporter l'autorité autre que celle de la Et les compétence. petits chefs dont vous parlez, ça peut être qui, par exemple? Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, absolument. Dans le quotidien, il y a toujours des gens qui essaient de vous imposer une volonté. C'est pas dans un domaine particulier, c'est vraiment une généralité. On s'aperçoit aujourd'hui qu'un homme ne peut pas imposer sa volonté à une femme, qu'un adulte ne peut pas imposer sa volonté à un enfant, qu'un militaire ne peut pas imposer sa volonté à un civil sans être injuste avec lui, que la justice, c'est d'abord l'équité, que le mot « juste » a une résonance en moi qui n'est pas juste celle d'un mot, mais qui est le plus grand mot de la langue française, même si c'est un tout petit mot en termes de nombre de lettres. Et justement, tiens, puisque vous parlez de juste, c'est une phrase dans votre livre. Vous parlez de juste, vous écrivez juste avec un J minuscule et juste avec un J majuscule. Juste, c'est quand on a la bonne quantité, c'est quand on a le résultat exact. C'est quand le marchand vous dit voilà, ça va être un peu juste, je vais vous en remettre un petit peu. Mais c'est aussi le J majuscule des justes. Les justes. Les justes. Ceux qui ont, au risque de leur vie, à un instant donné, pris la décision de protéger un juif pendant la guerre, parce que l'occasion s'est présentée et qu'il n'a pas décidé de manquer de courage et qu'il a assumé le risque pour lui d'être fusillé, d'être envoyé dans un camp. Et quand on parle des camps, on sait de quoi on parle. Voilà. Le risque était colossal, mais certains ont eu le courage de le faire. Ce sont les justes avec un J majuscule. Et les justes d'aujourd'hui, c'est qui? Ce sont parfois les lanceurs d'alerte, ce sont les gens qui résistent. Très franchement, je crois que la spiritualité et la philosophie qui m'anime est une philosophie de rebelle. Je ne peux pas obtempérer quand c'est pas juste. Je peux pas. Je crois que c'est mon côté Dreyfus. Et c'est peut-être quelque part aussi votre côté Chirac. Sans doute. Hein? Oui, parce que voilà, ça me fait plaisir vous de vous avez en parler. été proche de Chirac aussi. Hein? Il a eu une grande importance dans ma vie. Je dirais, il y a un certain nombre d'hommes comme ça qui ont orienté mon existence. Et vous en parlez dans le livre. Et Félix Leclerc, c'est vrai, Brassens. Vous parlez de Moustaki aussi. Enfin, oui, de Barbara. Oui. Ouais. Et Chirac. Pourquoi Parce que Chirac,
au-delà du chef d'État, au-delà du maire de Paris, au-delà de l'homme politique, c'était un homme qui défendait en fait une histoire de l'humanité que peu de gens connaissent. Il avait la passion en fait des origines humaines, au point d'avoir aujourd'hui créé Le musée. Jacques Chirac, qui est le musée des origines de l'humanité. Et je pense qu'il avait saisi l'importance capitale de ce ciment, en fait, de se souvenir de ses origines et de ce partage qui nous donne une planète aujourd'hui à gérer en communauté, et dont on n'a pas forcément conscience qu'en prenant l'eau à quelqu'un, eh ben, on le fait mourir de soif. Or, je crois que cette équité-là, elle réside dans le respect de l'autre. Respect de l'autre, foi infinie aussi dans l'homme. Yves Dutheil, en ce qui vous concerne, d'où vient-elle? Est-ce qu'elle vient quelque part? Est-ce qu'elle vient pas aussi quelque part de l'amour de votre épouse que vous chantez si bien dans 40 ans plus tard? Ah bah oui, ça pour moi c'est une évidence, c'est un phare sur la jetée. C'est 40 ans, hein. C'est mon port d'attache. On a un navire ensemble qui voyage, quel que soit ce que l'on ne voit pas derrière l'horizon. Parce que le fait d'être deux, le fait d'avoir confiance l'un en l'autre, le fait de voyager ensemble nous donne un cap. Et que c'est plus important parfois d'avoir un cap qu'un but. On ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté de l'horizon, mais on y va. Et en fait, c'est un peu ça. Et je crois que le jour où on s'est donné la confiance l'un à l'autre, on s'est rendu, je dirais pas invincible, parce que personne n'est invincible et que ce serait très, très présomptueux de ma part. Mais se battre contre deux, c'est plus difficile que se battre contre quelqu'un qui est seul. Est-ce que vous levez le matin en vous disant que vous n'êtes pas à l'abri du meilleur, pour reprendre le titre d'une autre chanson? Écoutez, je dirais qu'on se réveille le matin en faisant presque l'inventaire des chances que l'on a. Et on en a beaucoup. Alors, ça en tout cas, vous réveillez. Peut-être que tout le monde ne le fait pas. Non, mais bien sûr que tout le monde ne le fait pas. Sauf que là, on a besoin de cette force pour lutter contre tout ce qui s'oppose, contre toutes les adversités qui sont nombreuses en ce moment, qui sont des ouragans. Moi, j'ai la chance d'avoir un ouragan de douceur à côté de moi. Et vous savez, c'est comme dans les cyclones. À un moment donné, vous êtes dans l'œil du cyclone. Et là, il n'y a plus de vent. On a l'impression d'une tranquillité. Eh bien, c'est un peu la même chose quand on a la chance de s'être rencontrés et qu'à deux, on est le complément l'un de l'autre. Sans être fusionnel, parce que je ne crois pas à ce côté fusionnel, je crois que c'est trop. On a chacun notre vision des choses, on a chacun nos passions, mais on fait la route ensemble. Et donc là, vous parlez de votre femme, hein? Oui. Hein, Noël. Oui. Et je pense que l'amour est quelque chose qui me prendra toute ma vie à décrire en chanson. Et je pense que j'ai déjà à peu près écrit presque une quarantaine de chansons sur Noël. J'ai parfois l'impression qu'elle est un peu la Marie Curie de Pierre, la Gala d'Ali, la Elsa de Aragon. D'Aragon, voilà. Et alors, donc vous parliez tout à l'heure de prendre un enfant par la main, cette chanson. Vous avez dit que donc, le succès de cette chanson vous a profondément déprimé. Une chanson à succès... Non, je dirais qu'elle m'a profondément troublé. Pas déprimé, troublé, décontenancé, oui. Décontenancé. Mais une chanson à succès, ça appartient ensuite à la mémoire collective. Absolument. Vos chansons appartiennent à la mémoire collective, à la mémoire de la France, quelque part. Oui, et elle vous échappe, c'est comme un oiseau. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec ce livre et ce disque, j'ai l'impression d'ouvrir mes mains et qu'il y a un oiseau qui s'envole. Deux oiseaux même, en fait, qui vont voler en fait ensemble, en parallèle. Et c'est vraiment, vraiment cette impression qui m'anime en ce moment. Parce que une chanson, personne ne peut vous voler sa paternité, mais elle vous appartient plus quand même. Et justement, vous appartenez donc à la mémoire collective des Français, Yves Dutheil. Est-ce que vous l'imaginiez, Yves Dutheil, au début de votre carrière, et comment vous vivez aujourd'hui? Non, je ne l'imaginais pas du tout au début de ma carrière. Je pense que mon père non plus, ma mère un petit peu plus, parce qu'elle était artiste elle-même, donc elle m'avait vraiment porté à continuer. Mais alors justement, votre mère l'a très peu vu, l'a très peu vécu. Elle a vécu une chanson, deuxième chanson, 2 45 tours. Oui.
Et votre père l'a vécu, puisqu'il Oui, il l'a vu. oui. Ça a été une grande satisfaction pour lui? Quand il en a pris conscience, oui. C'est-à-dire, à partir, j'ai retrouvé des lettres de lui que j'avais oubliées, où il était mais extrêmement tendre avec moi et admiratif. Et Mmh. ça a été une découverte parce que je les avais occultées aussi, ces lettres-là. Je les avais pas reçues comme il les avait écrites. Mmh. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien de les relire. Je pense que quand il s'est retrouvé à mes côtés à l'Académie française pour recevoir un prix, Mmh. là, je crois qu'il était extrêmement fier. Quand j'ai eu des premières à l'Olympia, où il était invité, où il se retrouvait au premier rang, c'est tout juste si je sentais pas que pour lui, quoi. Il avait eu tellement peur pour moi de ce métier de saltimbanque, parce que mes parents me voyaient prendre la suite de la bijouterie Ouais, familiale. Ils me donc la voyaient la la bijouterie familiale, avenue Secrétan, au Carillon d'Or, que au beaucoup de Carillon, gens dans le qui quartier était la connaissaient. boutique de vos grands-parents, Oui, hein? oui. Que j'ai d'ailleurs évoqué dans une chanson qui s'appelle Clémentine et Léon. Mmh. Bah, c'est ça, en fait. Ce livre, c'est que je parle de mes grands-parents Ouais. et de la bijouterie familiale, et il y a cette chanson. Et en fait, quand je parle de mes parents, la tendre image du bonheur, il y a toujours ce lien étroit entre l'écriture et ce que j'ai vécu, ce que nous avons vécu. Et c'est pour ça qu'il y a pour moi, cette cohérence me plaît beaucoup. C'est la transmission. C'est la transmission, c'est le lien avec le public où on ne sait pas toujours quelles sont les clés des chansons, mais quand on va les découvrir dans le livre, on écoutera peut-être les chansons avec une oreille Donc le différente. chanson, quatre CD qui sont en complément du livre. Alors avant de conclure justement, Yves Dutheil, je rappelle que votre livre Chemin de liberté est publié aux éditions de l'Archipel, et donc parallèlement à la sortie d'un coffret de 4 albums intitulé aussi Chemin de liberté, les chansons du livre. Avec 16 versions nouvelles, Ouais. inédites, de certaines chansons en studio, en public, qui Notamment reflètent, Prendre un enfant par la main. voilà, entre autres, Dreyfus, Dreyfus. aussi, et puis Virage, Mhm. et 40 ans plus tard. En fait, entre Virage et 40 ans plus tard, il y a quasiment 50 ans. Eh ben, merci en tout cas de votre témoignage, Yves Dutheil. Merci à vous de nous être fidèles. Bon dimanche et à la semaine prochaine. Merci.